Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit cours. On continue notre fil rouge de cours sur la paléontologie avec une perspective africaine comme je la donne à chacun de mes cours. Avec aujourd'hui, je pense, le cours qui est le moins paléontologique et le plus histoire des sciences. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vraiment un cours d'histoire des sciences mais avec une perspective sud-africaine assez particulière. Donc ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais en gros, faut que je donne un petit peu de contexte derrière ce qu'il y a dans ce cours. Donc, l'Afrique du Sud, comme tout le monde le sait, c'est un pays qui ressort de l'apartheid. C'était en 1994, donc ça fait à peine une génération qu'on en est sorti. C'est un pays qui donc essaye un peu de retrouver ses racines, on va dire, d'un point de vue social. C'est un pays qui, du coup, est à la recherche en fait d'une réécriture de son histoire. Et vous allez me dire, réécrire l'histoire, c'est pas exactement quelque chose qui se fait facilement, en particulier quand on parle de paléontologie, mais il est vrai que les universités insistent pour qu'on... Alors, ils utilisent le mot décoloniser, donc ils veulent qu'on décolonise nos cours. C'est un mot que je comprends pas trop, le mot décoloniser, dans le sens où je veux dire, les États-Unis sont un pays qui est techniquement décolonisé, mais c'est toujours des, c'est toujours des blancs capitalistes au pouvoir, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas les Indiens d'Amérique qui sont au pouvoir aux États-Unis. Il a beau être décolonisé, ça change pas grand-chose. Donc, moi, je préfère le mot africanisé, éventuellement. Là, c'est un mot que je comprends. Donc voilà, j'essaye d'africaniser mes cours, ce qui pour eux en revient à décoloniser mes cours, mais peu importe. En tout cas, en ligne avec justement cette ligne directive que l'université impose à nos cours, j'essaye d'africaniser mes cours. Et alors pour ça, vous avez pu voir dans mes cours d'évolution de paléontologie des vertébrés que j'essaye au mieux d'illustrer mes cours avec des fossiles africains et voire même sud-africains, et avec aussi cette idée de parler un peu plus des chercheurs africains et sud-africains que de parler des chercheurs européens et nord-américains. Il y a aussi, puis de toute façon, comme je l'ai dit dans mes cours précédents, tous les livres de cours, absolument tous les livres de cours de paléontologie sont écrits par des chercheurs qui viennent de la civilisation occidentale, et en quelque sorte l'Afrique du Sud est aussi un pays de la civilisation occidentale majoritairement, donc on va pas trop pouvoir y couper, mais voilà, au moins on prend une perspective qui est un peu différente pour arriver aussi à captiver les étudiants, parce que les étudiants ils sont aussi bercés de ça, et ça faut pas le perdre de vue. Le but du jeu c'est aussi de transmettre un message aux étudiants, et si vous transmettez des cours qui sont exactement les mêmes qu'en Amérique du Nord ou qu'en Europe, et que vous parlez de fossiles qu'ils ont aucune chance de voir, les étudiants sont forcément beaucoup moins intéressés. Et donc du coup, le cours que je vais vous donner aujourd'hui, eh bien, c'est un cours qui est censé servir d'introduction à tous les autres. Et quand je dis tous les autres, c'est n'importe lesquels, hein, niveau première année, niveau troisième année, niveau honors, n'importe quel niveau. C'est un cours qui est censé, en fait, montrer aux étudiants qu'on peut changer, alors en anglais ils disent change the narrative, qu'on peut changer l'histoire, mais pas dans le sens où on va réécrire l'histoire, mais dans le sens où on va changer notre point de vue sur l'histoire. Voilà. Donc le but, c'est pas de changer l'histoire elle-même. Réécrire l'histoire, c'est un truc de gouvernement totalitaire. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne réécrit pas l'histoire. Par contre, on garde la même histoire, mais on change le point de vue. Et au lieu de prendre notre point de vue occidentalo-centré, on va changer ce point de vue et on va prendre le point de vue africain et essayer de voir un petit peu que pendant que la paléontologie se développait en Europe, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là en Afrique et voire même avant. Et on va notamment ici parler de l'histoire de la paléontologie avant la colonisation. Et ça, c'est un truc auquel je tiens vraiment. C'est montrer aux étudiants que la paléontologie ne commence pas au moment où le mot paléontologie a été inventé. La paléontologie, c'est une science, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est une façon d'envisager le monde, et notamment certains types de roches qu'on appelle les fossiles. C'est une façon d'envisager les fossiles qui est différente de simplement les considérer comme des cailloux. Voilà. Des cailloux qui n'ont aucune histoire, qui ne racontent rien. Donc voilà. Et ça marche en Europe, hein, je veux dire, il y a une histoire des sciences. Si vous regardez l'histoire de la paléontologie avant la paléontologie en Europe, vous allez avoir des grands noms comme Léonard de Vinci qui vont forcément venir sur la table. Robert Plot, bref, tout un tas de choses qui ont pu être faites. Et vous avez le bouquin de Adrienne Mayor qui s'appelle The First Fossil Hunters,
dont le titre de ce cours est largement inspiré, hein. Donc les premiers chasseurs de fossiles. En Amérique du Nord, vous avez aussi un autre livre d'Adrienne Mayor qui s'appelle American Fossil Legends, je crois, donc les légendes fossiles, les légendes basées sur les fossiles des Amérindiens. Donc où là, elle parle de la paléontologie telle qu'elle était pratiquée par les Amérindiens, et donc ils appelaient pas ça de la paléontologie, et ça n'avait pas un but scientifique, on est bien d'accord, mais c'était une interprétation des fossiles qu'ils avaient, qui était propre à eux, et qui souvent était scientifiquement juste au sens de la science de l'Occident. Voilà. Donc il y a cette idée d'africaniser le cours. Il y a cette idée aussi que de toute façon la science est occidentale, donc on peut pas vraiment faire autrement que d'accepter la science occidentale telle qu'elle est. Donc on peut pas faire autrement que juste changer le point de vue. Et là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un changement de point de vue. On va prendre un point de vue qui sera purement africain. Et vous allez voir qu'en fait, on va arriver quand même à picorer des idées par-ci par-là, des idées qui ont finalement un sens aussi, même en Europe. C'est aussi ça l'intérêt du changement de point de vue, c'est que ça permet aussi d'avoir un autre point de vue sur soi. Bref, alors, les premiers chasseurs de fossiles africains. Donc déjà, commencer par rappeler aux étudiants en quoi c'est important les fossiles. Parce que en Afrique du Sud, il y a une grosse idée qui règne ici en Afrique du Sud, notamment parmi la jeune génération, qui est que l'Afrique du Sud c'est un pays pourri. Le gouvernement est corrompu, il y a de l'insécurité partout, on a des sécheresses, bref, les Sud-Africains, généralement, quand ils atteignent le niveau Honors, voire même le niveau Masters, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de se barrer. Et du coup, l'idée déjà de cette première diapo, c'est de leur rappeler que quand le monde entend parler de l'Afrique du Sud, c'est pas pour la corruption, c'est pas pour l'insécurité, c'est pas pour les sécheresses. Quand le monde entend parler de l'Afrique du Sud, très souvent, pas tout le temps évidemment, hélas, mais très souvent, c'est pour les découvertes de fossiles exceptionnelles. Et notamment, on entend parler de Johannesburg, puisque c'est à Johannesburg que la plupart de ces découvertes de fossiles sont faites, à côté de Johannesburg, au Cradle of Humankind. Donc, quand on entend parler dans la presse internationale de l'Afrique du Sud, c'est bien souvent pour ces découvertes paléontologiques. Donc, vous avez ici, par exemple, un journal japonais qui parle de Homo naledi, vous avez un journal russe, un journal français qui parle aussi de Homo naledi, et vous avez même Homo naledi qui figure dans le top 20 des plus grosses découvertes scientifiques du siècle. Donc quand même, c'est pas rien. Donc Homo naledi, top 20 des plus grosses découvertes scientifiques du siècle, hein, c'est-à-dire pas seulement les découvertes paléontologiques, non, toutes les découvertes scientifiques confondues. Donc quand même, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc ça touche partout dans le monde, ça touche toutes les strates sociales. Bref, c'est quelque chose qui est important, la paléontologie. La paléontologie, c'est en quelque sorte c'est comme une ambassade, voilà. C'est une ambassade, et donc effectivement, les gens entendent parler, quand vous êtes à l'extérieur de l'Afrique du Sud, vous allez entendre parler quand il y a de l'insécurité, quand il y a des émeutes, mais vous allez aussi entendre parler de nos découvertes paléontologiques. Donc et ça forme justement une forme c'est la représentation que l'Afrique du Sud a dans le monde. Voilà, comment le monde perçoit l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le parc Kruger, c'est le tourisme, c'est la nature, c'est un peu beaucoup la sécurité à Johannesburg, mais c'est aussi et surtout de la paléontologie. Voilà. Donc il y a une longue histoire de la paléontologie en Afrique du Sud avec des grands noms de la paléontologie. Vous avez donc Raymond Dart, découvreur, qui a décrit l'enfant de Tongue qu'il tient dans les mains. Donc Raymond Dart, c'est la photo du milieu, qui a décrit l'enfant de Tongue, qui est le premier australopithèque qui a été découvert. Donc c'est vraiment le fossile, j'ai presque envie de dire le plus important du monde, le premier australopithèque. Donc c'était en 1924, bien avant Lucie. Vous avez le docteur Edna Plumstead, qui est la mère fondatrice de la paléobotanie en Afrique du Sud. Vous avez Bob Brain, qui a travaillé à Swartkrans et a vraiment été l'inventeur presque de la taphonomie.
aussi donc chercheur sud-africain, et vous avez leur papa à tous, j'ai envie de dire, Robert Broom, qui a touché à tout, qui a découvert des centaines et des centaines de nouvelles espèces, aussi bien dans le Karoo, donc des espèces du Permien-Trias, que dans le Cradle of Humankind, il a découvert Mrs. Pless, notamment le premier australopithèque adulte, encore une fois bien avant que Lucie soit découverte. Il a quasiment inventé le concept de reptile mammalien avec Cope, le fameux chercheur nord-américain. Donc il a co-inventeur, on va dire, du concept de reptile mammalien. Donc bref, vous avez ces grands noms de la paléontologie sud-africaine qui flottent dans l'air. Alors vous les avez peut-être entendus, vous les avez peut-être pas entendus. Vous avez peut-être entendu parler de Tobias aussi. Tobias qui est la personne qui a décrit Homo habilis, donc aussi un chercheur sud-africain, même si Homo habilis a été découvert en Afrique de l'Est, c'est lui qui l'a décrit le premier. Donc voilà, vous avez des grands noms et des grandes contributions qui ont été faites par des chercheurs sud-africains à la paléontologie mondiale. Et le plus, alors, j'ai envie de dire le plus prolifique d'entre tous, et pourtant probablement l'un des moins connus, c'est James Kitching. James Kitching qui est responsable de la quasi totalité avec Robert Broom. Robert Broom et James Kitching ensemble ont découvert la quasi totalité de ce que vous pouvez connaître en termes de reptiles mammaliens. Voilà, donc les thérapsides, les fameux thérapsides. Vous prenez les recherches de James Kitching, vous prenez les recherches de Robert Broom, vous couvrez 90% de tous les reptiles mammaliens qui ont pu être découverts. Voilà. Donc c'est un des plus grands contributeurs de la paléontologie sud-africaine, l'un des moins connus aussi. Faut dire que James Kitching, il a vraiment commencé tout en bas de l'échelle, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a été parachuté professeur, voilà, c'est quelqu'un qui a commencé tout en bas de l'échelle en tant que technicien, qui a passé qui à force de travailler dans le terrain s'est fait accorder un doctorat et qui a ensuite continué à gravir les échelons jusqu'à devenir le chef du département dans lequel je travaille aujourd'hui. Alors il est plus chef de département puisqu'il est mort en 2003, mais il est devenu le chef du département où j'ai travaillé aujourd'hui, alors qu'il avait commencé vraiment en tant que technicien à la base. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a construit sa carrière à la force de ses jambes, pas tellement à la force de ses poings, mais à la force de ses jambes, parce qu'il en a fait des kilomètres dans le Karoo, pour ainsi dire. Il en a fait du kilomètre dans le Karoo, il en a enquillé du kilomètre, donc et il en a remué de la terre pour en arriver là. Donc et si vous allez sur la page Wikipédia de James Kitching, il y a écrit la phrase que James Kitching a probablement été ni plus ni moins que le plus grand chercheur de fossiles au monde. Donc ça, quand même, c'est pas rien, voilà. C'est écrit là, c'est Wikipédia qui dit, la page Wikipédia dit, c'est l'un des plus grands chercheurs de fossiles du monde. C'était un chercheur de fossiles extrêmement talentueux, James Kitching. Mais là où je veux en venir moi aujourd'hui, c'est pas parler justement de ces grands noms de la paléontologie, alors que le mot paléontologie avait déjà été inventé. Non, moi ce que je veux, c'est remonter encore plus loin, justement, changer de perspective. Quitter le monde de la paléontologie occidentale, même si elle est sud-africaine, et revenir encore plus loin. Donc si on remonte encore plus loin, le premier fossile qui a été rapporté, on va dire, dont l'existence a été rapportée, il a été découvert dès la fondation en fait de la colonie du Cap, donc en 1647. Il y a un bateau qui s'appelle le Harlem qui s'échoue dans la baie de la montagne de la Table, donc dans la baie du Cap. Et c'est ça en fait l'événement fondateur de la colonie du Cap. Donc c'était un bateau néerlandais, et c'est ça l'événement fondateur de la colonie du Cap, puisque sur place en fait les passagers du Harlem vont commencer à creuser des puits, vont installer une colonie, vont être secourus bien des années après, et donc en 1652 seulement l'existence de cette petite colonie va être reconnue et va être nommée le Cap. Voilà. Donc c'est l'événement fondateur, on va dire, de la colonie du Cap en Afrique du Sud, le naufrage du Harlem en 1647. Et donc en 1652, un savant, parce qu'à l'époque on disait pas chercheur, un savant nommé Hondius publie que en fait quand ils ont en fait creusé ce puits à la recherche d'eau, eh bien ils ont trouvé des fossiles. Les naufragés ont trouvé des fossiles, et donc Hondius est le premier à décrire en fait ces fossiles, et le premier même à décrire la coupe stratigraphique qui a été exposée pendant le creuset
de ce puits. Donc ça, c'est le premier fossile, on va dire, reporté dans la littérature, mais toujours dans la littérature occidentale. On est toujours dans la littérature occidentale, il faut remonter encore plus loin. Et on peut remonter aussi loin qu'on puisse remonter, à savoir jusqu'à l'origine d'Homo sapiens. Homo sapiens, je le rappelle, est originaire d'Afrique, donc on peut se poser la question, mais du coup, est-ce que les premiers Homo sapiens étaient capables de trouver des fossiles, en fait ? Et déjà, la première question, c'est savoir jusqu'à où remonte Homo sapiens lui-même en Afrique. Bon, le plus ancien crâne qu'on ait, le plus ancien reste archéologique qu'on ait d'Homo sapiens en Afrique, c'est le crâne de Djebel Irhoud, qui a 300 000 ans. Et en Afrique du Sud, on a le crâne de Florisbad, que vous voyez sur la droite ici, qui a 260 000 ans. Donc ça, c'est les premières traces d'Homo sapiens sous sa forme anatomiquement archaïque. Et on a les traces d'études génétiques, on a les études génétiques des populations humaines modernes. Quand on y applique l'horloge moléculaire, eh bien on trouve une origine d'Homo sapiens entre 120 000 et 300 000 ans. Là, vous avez l'étude la plus récente qui place clairement l'origine d'Homo sapiens plutôt autour de 300 000 ans qu'autour de 120 000 ans. Donc ça, c'est des âges qui sont relativement débattus, mais donc les preuves génétiques plus les preuves archéologiques montrent que Homo sapiens est présent en Afrique depuis au moins 300 000 ans. Donc, on s'attend à trouver des gens qui étaient capables de trouver des fossiles à cette époque. Déjà depuis 300 000 ans. Étaient-ils réellement capables, ces gens, de trouver des fossiles ? On a quand même des traces que ces gens étaient capables d'avoir une pensée abstraite. Même s'ils sont anatomiquement archaïques, comme vous pouvez le voir sur le crâne de Florisbad ici, on est sur une forme anatomiquement archaïque, avec un visage très large, un nez très large, des bourrelets susorbitaires encore bien prononcés et un front relativement fuyant, mais néanmoins, à 100 000 ans, eh bien, on trouve déjà des preuves d'une certaine pensée abstraite et d'une certaine pensée non utilitaire, voilà, j'ai envie de dire, avec notamment ces traces d'ocre. Alors ces traces d'ocre, on en parlera plus en détail dans l'évolution du cerveau, le cours sur l'évolution du cerveau qui est à venir dans quelques semaines, mais en gros, ici vous avez cette trace d'ocre, et ce bout d'ocre, il a des gravures, et ces gravures, ce sont des gravures géométriques qui n'ont aucun rôle utilitaire. Voilà. Donc ça, c'est un signe interprété comme un signe de pensée abstraite, daté de 80 000 ans. Et ici, vous avez un collier, les restes d'un collier, en fait, en coquillage. Donc ces coquilles ont été percées, et on voit qu'en fait que la corde qui passait à travers ces coquilles a poli l'ouverture dans les coquillages, donc on est sûr qu'il y avait une corde qui passait au travers. Donc ça, c'était un petit collier, et ce collier, il avait une fonction, comme un collier moderne, esthétique. Donc encore une fois, une preuve d'une modernité cognitive chez ces premiers humains, au moins datés jusqu'à il y a au moins 100 000 ans. Donc comme j'ai dit, on en reparlera plus en détail de tout ça dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, l'idée c'est que ces Homo sapiens qui vivaient à l'époque qu'on appelle le Paléolithique moyen, tout archaïque qu'il soit, étaient capables de réfléchir exactement comme on le fait nous aujourd'hui. Voilà. Et encore une fois, je le dis, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, il pensait comme nous. Et puis à l'époque, l'Afrique du Sud, il y avait déjà plein de fossiles dedans. Parce que c'était jamais qu'il y a 300 000 ans. Alors vous avez, au niveau de l'histoire fossile de l'Afrique, vous avez tout depuis 3,5 milliards d'années. Donc il y a 300 000 ans, il y avait déjà des fossiles de 3 milliards d'années, de 500 millions d'années, de 250 millions d'années, enfin des fossiles qui datent d'aussi loin que la vie puisse remonter, des fossiles de thérapsides, vous aviez des fossiles de dinosaures, bref, il y avait déjà des fossiles il y a 300 000 ans. Et ces fossiles étaient les mêmes que ceux d'aujourd'hui, parce que géologiquement 300 000 ans c'est rien du tout, ça équivaut presque à aujourd'hui. Donc là, on suppose du moins que les fossiles étaient présents à peu près au même endroit, et n'ont pas bougé depuis 300 000 ans. Voilà. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la Paleo Sensitivity Map, donc qui est une carte en fait qui représente la richesse en fossiles. Plus c'est rouge et plus c'est riche en fossiles. Et vous pouvez voir qu'il y a un bon tiers de l'Afrique du Sud qui est quand même rouge écarlate, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même un gros paquet de fossiles. En Afrique du Sud, et vous avez notamment la région du Karoo,
Si vous avez vu le cours sur la biostratigraphie du Karoo, vous voyez ici la région du Karoo qui ressort rouge écarlate ici. Cette région du Karoo, c'est l'un des hotspots fossilifères que le monde entier envie à l'Afrique du Sud, quoi. Et puis évidemment, vous avez d'autres endroits qui sont très intéressants ici, notamment dans les montagnes du Cap. Vous avez l'Ordovicien jusqu'au Dévonien, là, qui est très fossilifère ici, dans la région du Cap. Donc, des fossiles en Afrique du Sud, il y en a toujours eu, aussi loin qu'Homo sapiens ait pu exister. Donc on finit avec l'équation suivante: une grande richesse de fossiles qui existait déjà, qui préexistait à Homo sapiens, plus une occupation humaine qui est aussi vieille que l'humanité elle-même, eh ben on a forcément, donc est égal à des découvertes de fossiles qui ont dû prédater l'invention même du mot paléontologie et même l'arrivée des colons, des premiers colons. Même si la première trace écrite de fossiles découverts en Afrique du Sud est une trace écrite par des colons, bah il y a forcément eu, étant donné la longueur de l'occupation humaine et la richesse en fossiles du coin, il y a forcément eu des découvertes précoloniales qui ont été faites avant. Maintenant, la grande question, c'est où sont ces preuves? A-t-on conservé des traces? Parce que il y a le fait déjà que la culture était non écrite, la tradition était orale avant l'arrivée des colons. La principale façon dont la culture se transmettait était à l'oral avant l'arrivée des colons. Donc, a-t-on conservé des traces de cette paléontologie précoloniale? La question n'est pas est-ce que cette paléontologie précoloniale existait, elle a forcément existé. Statistiquement, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu des humains qui aient vu des fossiles avant. Maintenant, la question c'est a-t-on conservé une trace? Existe-t-il des traces? Alors, on sait que avant la colonisation, les populations locales en Afrique du Sud et en Afrique en général étaient intéressées par la géologie. Il y avait notamment toute une industrie minière avant la colonisation. Alors, appeler ça une industrie, c'est pas au sens moderne, évidemment, hein. Je parle d'industrie comme on parle d'industrie lithique pour l'acheléen, hein. Ou le magdalénien, bon non, peut-être pas le magdalénien, c'est pas trop une industrie lithique, mais bref, l'acheléen, les bifaces, voilà, c'est une industrie lithique. Donc il y avait une industrie minière avant. Et on le sait parce que il y a des endroits comme Great Zimbabwe, Mapungubwe et puis l'empire du Mali par exemple qui produisait de l'or. La principale source d'or médiévale dans le bassin méditerranéen, c'était le Mali. Hein, donc il y avait une industrie de l'or avant même, une industrie minière avant même la colonisation. Et l'empire du Mali s'est construit sur cette richesse en or. L'empire médiéval du Mali s'est construit sur cette richesse en or. C'est même une des choses qui a accéléré la colonisation, la recherche des sources de cet or. Et donc en Afrique du Sud, on a Mapungubwe qui a fourni ce magnifique petit rhinocéros sculpté en or. Et ça prouve bien que d'une, il y avait une industrie minière et que de deux, il y avait une métallurgie. Ensuite, il y a parmi les peuples chasseurs-cueilleurs, on a retrouvé des traces de leur intérêt pour la géologie, notamment un quartz qui a été retrouvé, le petit quartz que vous voyez à gauche, vous voyez qu'il est taillé, c'est un quartz taillé qui a été placé délibérément dans l'orbite d'un enfant avant qu'il soit enterré. Et donc ça, c'est pareil, c'est rituel. Donc ça veut dire que ce quartz, il avait une fonction rituelle. On n'a pas vraiment idée de ce que c'était, mais il a été placé ici. Il a été placé là délibérément, il a été taillé délibérément et placé là délibérément pour ça. Donc ça montre un intérêt aussi pour cette ressource qu'est le quartz dès le Middle Stone Age, donc dès le Paléolithique moyen. Et en haut à droite, vous avez une fulgurite. Les fulgurites, ce sont des roches qui se forment quand l'éclair tape le sable. Et les khoisan, donc les khoisan, c'est ce que nous en France on appellerait les bushmen, mais en Afrique du Sud on les appelle les khoisan. Donc les bushmen appellent ces fulgurites des pierres de tonnerre, donc ou des pierres d'éclair. Et donc c'est exactement ce que ça veut dire. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire. Ce qui veut dire que les khoisan, malgré le fait qu'ils n'avaient pas établi de science comme au sens occidental du terme, les khoisan avaient quand même totalement conscience de l'origine, avaient totalement
conscience de l'origine de ces pierres. Ils savent que ces pierres sont formées par les éclairs qui tapent dans le sable, et ils savent, quand ils en trouvent une, que c'est un éclair qui a déjà frappé le sable il y a très longtemps, qui a formé cette pierre. Et ça peut être, encore une fois, ça paraît être de la logique élémentaire, mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça demande une projection dans le passé, ça demande une projection dans les phénomènes de la nature, ça demande une compréhension des phénomènes de la nature, et ça, c'est le début de la science. C'est le début de la science, hein. C'est-à-dire, Platon, quand il disait... non mais, c'est ça, en fait, il faut se représenter, c'est que quand Platon dit ça, on dit c'est de la philosophie grecque, mais alors quand un Coesan dit ça, on dirait c'est juste du bon sens. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le changer de perspective. Voilà, c'est que il y a des choses dont on se dit bah oui c'est que du bon sens, bah oui mais quand Platon a dit ça il y a 2000 ans, on a dit c'est de la philosophie grecque. Alors quelle est la différence? Bah la différence c'est qu'il y en a pas. Voilà. La différence c'est que pour nous la philosophie grecque est essentielle parce que c'est un événement fondateur de notre culture occidentale, alors qu'un Coesan qui trouve une fulgurite pour nous c'est une anecdote. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut changer de perspective. On ne réécrit pas l'histoire mais on change juste la perspective. Donc voilà, tout ça nous conduit à la question, mais depuis quand les humains sont-ils capables de trouver des fossiles? Les êtres humains modernes, Homo sapiens. Et depuis quand l'ont-ils fait en Afrique du Sud et où sont ces preuves? Et ce qu'il y a de marrant, c'est de comparer ça avec l'Europe aussi, puisqu'en Europe, on a ce silex taillé de 200 000 ans, qui a été taillé par un Néandertal, et qui a été taillé exprès pour garder ce petit coquillage là que vous voyez au milieu. Et ce petit coquillage, c'est pas un coquillage moderne, c'est un coquillage dans un rognon de silex, un coquillage fossilisé du Crétacé qui a 100 millions d'années. Et ce coquillage de vieux de 100 millions d'années dans le silex a été retrouvé par un Néandertal qui a taillé autour de ce coquillage pour le mettre en valeur. Ou du moins c'est l'hypothèse qu'on fait, qu'il a été taillé pour être mis en valeur. Alors il y en a qui font des interprétations qui sont purement fonctionnelles de ce coquillage, de ce silex, en disant que bah ouais ils ont taillé là où c'était pas fragilisé par le coquillage. Ouais j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, étant donné la quantité de silex qu'on retrouve aussi bien en Angleterre qu'en France, il aurait pu juste le balancer, hein. Le rognon de silex. Je veux dire, il n'y avait pas d'intérêt à perdre du temps à tailler un rognon de silex autour de quelque chose de ce coquillage qui aurait été interprété comme une fragilité à l'intérieur du rognon de silex. Je veux dire, il y a suffisamment de silex dans le monde pour le balancer. Le Crétacé, c'est littéralement truffé de rognons de silex. Pourquoi avoir collecté celui-là, dans ce cas, je veux dire. Donc, la seule réponse viable à ça, c'est le coquillage a été mis en valeur par le taillage du biface autour de ce coquillage. Et ça, pareil, ça montre une certaine pensée abstraite par Néandertal. Donc maintenant, la grande question, c'est, chez Homo sapiens, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça, c'est la preuve que Néandertal le faisait. Maintenant, où sont les preuves que Sapiens le faisait? Et depuis quand Sapiens l'a-t-il fait? Donc, ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, c'est la synthèse d'un article qu'on a écrit avec des collègues, notamment Charles Helm, des collègues sud-africains, et Adrienne Mayor, qui avait écrit ses livres, les premiers chasseurs de fossiles en Europe et en Amérique. Donc, c'est une synthèse de cet article qui recense la littérature sur justement les découvertes géologiques et paléontologiques précoloniales en Afrique. Et si vous êtes intéressé pour voir cet article, pour lire cet article, vous n'avez qu'à me le faire savoir en commentaire. Alors, je sais pas, peut-être que j'aurais oublié de mettre un lien dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Donc si j'ai oublié de mettre un lien dans la description de la vidéo, faites-le moi savoir en commentaire et je vous mettrai un lien. Donc on commence par la plus vieille preuve de collecte de fossiles en Afrique, et cette plus vieille preuve de collecte de fossiles en Afrique, eh bien c'est un petit orthocère. Donc les orthocères, ce sont des mollusques qui vivaient au Paléozoïque essentiellement, mais ils ont survécu jusqu'au Trias. Donc ce sont des longues coquilles coniques faites de différentes chambres, et il y avait un mollusque à l'intérieur, donc un céphalopode qui ressemblait à une pieuvre, enfin plutôt à un nautile d'ailleurs. Ils sont plutôt, c'est comme un nautile en fait, mais déroulé. Voilà, un orthocère. Et donc cet orthocère qui date du Trias a été retrouvé loin
de l'endroit où on trouve normalement des orthocères fossiles, dans un abri sous roche, dans une grotte, et cette grotte, elle était occupée par Homo sapiens sous sa forme anatomiquement archaïque, à savoir le même Homo sapiens qui a été découvert à Djebel Iroud. Donc ici, le manupore, donc le manupore c'est quelque chose qui a été manuellement transporté, c'est pour ça qu'on appelle ça un manupore. Donc ce manupore de Erfoud, qui est une grotte au Maroc, a exactement le même âge que le crâne de Djebel Iroud, que vous voyez sur la gauche de l'écran. Donc on suppose que c'est cet Homo sapiens archaïque qui a été retrouvé non loin, je veux dire, ce sont deux localités au Maroc, Erfoud et Iroud. Donc ce sont ces deux localités, on pense que l'une a donné le crâne, l'autre a donné le manupore, mais le manupore a lui-même été retrouvé avec de l'industrie lithique qui correspond à la même industrie lithique que celle retrouvée à Djebel Iroud. Donc, c'est pas quand même une grosse hypothèse de dire que ce sont les Homo sapiens archaïques, les mêmes qu'à Djebel Iroud, qui ont, du moins la même population, évidemment pas exactement les mêmes spécimens, les mêmes individus, mais c'est la même population, on va dire, d'Homo sapiens sous leur forme archaïque, anatomiquement archaïque, qui ont transporté ces orthocères jusque dans la grotte. Maintenant, vous avez probablement remarqué la forme de cet orthocère, qui n'a rien à voir avec les orthocères que vous pouvez voir sur la gauche. Vous voyez, ici, ce sont des orthocères marocains, donc de la même époque, du Trias. Donc, vous voyez à quoi ils ressemblent en général. Donc, le bout ici que vous voyez là, c'est ce bout-ci. Et donc vous voyez bien que ce sont des orthocères puisqu'ils ont un siphon central, contrairement aux ammonites qui ont un siphon qui serait collé à l'extérieur en fait de la coquille. Donc il s'agit des mêmes types de fossiles, c'est juste que celui de Erfoud, curieusement, ressemble à un pénis. Et donc il y a des hypothèses qui tournent autour du fait que peut-être ce manupore d'Erfoud aurait été transporté justement parce qu'il ressemblait à un pénis, précisément pour servir dans un genre de rituel de la fertilité ou quelque chose comme ça. Là, on est sur le domaine de l'hypothèse, on essaie de comprendre pourquoi il a été transporté, mais on ne remet pas en question le fait qu'il a été transporté. Ça, c'est certain qu'il est à plusieurs kilomètres des endroits où normalement on est censé retrouver ce genre d'orthocère. La grotte ne se trouve pas juste à côté des affleurements à orthocère, ou même à l'intérieur des affleurements à orthocère. Donc il y a eu transport définitivement et dépôt en contexte archéologique. La grande question c'est le pourquoi. Peut-être un rituel de la fertilité, peut-être une simple curiosité, on ne saura pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce manupore de Erfoud, qui a 300 000 ans, qui a à peu près 300 000 ans, c'est le premier fossile ayant été transporté, c'est la première trace qu'on a d'un transport de fossiles par Homo sapiens. Voilà, ça au moins on peut en être sûr. Ensuite, on continue, à partir de 300 000 ans, on entre dans le paléolithique moyen. Le paléolithique moyen, au Middle Stone Age, il y a d'autres manupores qui ont été rapportés à cette époque du Middle Stone Age, et notamment en Afrique du Sud, où on a des trilobites, beaucoup de trilobites qui ont été transportés. Ils sont pas tous très très bien datés, donc on sait qu'ils sont du paléolithique moyen en général, peut-être autour de 40 000 ans, on n'est pas sûr, mais en tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'encore une fois, ils ont été transportés, et comme le manupore de Erfoud, ils ont été prélevés dans un affleurement et transportés dans un abri sur roche où ils ont été redéposés en contexte archéologique. Donc ces trilobites là que vous voyez, ils datent du Paléozoïque, ils ont plusieurs centaines de millions d'années, et pourtant ils ont été retrouvés dans des couches qui, elles, datent de seulement quelques milliers d'années. Donc ça montre bien qu'il y a eu remaniement de ces fossiles, et notamment remaniement intentionnel par un être humain, qui a prélevé ces fossiles d'un endroit, les a transportés pour une raison ou pour une autre, et les a déposés dans un autre endroit. Et vous avez notamment, alors ici vous avez un trilobite qui n'est pas super joli, donc c'est un peu difficile de comprendre ce qui a pu intéresser les hommes préhistoriques dans le transport de celui-là. Par contre, vous avez celui-ci, celui de Fleiplace, et celui de Fleiplace, lui, il est enroulé, il est très 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 beau, c'est un très très beau trilobite, et donc on n'a pas trop de mal à comprendre ce qui a pu interloquer les hommes préhistoriques qui vivaient à l'époque en Afrique du Sud. Néanmoins, est-ce que c'était rituel, est-ce que c'était esthétique, est-ce que c'était de la pure curiosité, est-ce que c'était pour jouer aux billes, pour servir de monnaie d'échange?
Est-ce que c'était pour jeter sur les gens qu'ils aiment pas? On ne sait pas. On ne sait pas. Ce serait un grand mensonge, mais quoi qu'il arrive, encore une fois, il s'agit des premiers fossiles qui ont été trouvés et transportés intentionnellement en Afrique du Sud. C'est la première preuve de paléontologie sud-africaine qu'on a. Donc déjà, possiblement aussi vieille que 40 000 ans. Et déjà, encore une fois, je tiens à insister sur le fait que on peut appeler ça les premières preuves de paléontologie. Ça veut déjà dire que ces roches, ces rochers, que sont les fossiles, parce que les fossiles c'est jamais que du caillou, hein, ça veut déjà dire que ces roches avaient une importance particulière. Les hommes qui vivaient au Paléolithique ont vu ces fossiles et ont reconnu en eux quelque chose de différent, de suffisamment différent pour justifier, dans le cas de Flyplass, quelque chose de suffisamment différent pour les transporter sur des centaines de kilomètres. Parce que Flyplass, ça se trouve du côté du Cap, le fossile lui-même vient de la région qui s'appelle le Cederberg. Donc il y a des centaines de kilomètres entre les deux. Donc dire que ce transport de fossiles sur des longues distances, ça ne peut se justifier que par un intérêt particulier pour ces fossiles en question. Et cet intérêt particulier, eh bien, c'est l'ancêtre de la paléontologie. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre de la paléontologie. Donc même si on ne sait pas, même si on est à peu près sûr que c'était pas pour la science qu'ils l'ont fait, clairement, il y a quelque chose qui les a intéressés dans ces fossiles. Ensuite, on arrive en Égypte ancienne. Donc là, on a fait un saut dans le temps assez conséquent, hein. On est maintenant à 1000, un peu plus de 1000 avant Jésus-Christ. Et ce que vous voyez là, c'est un fossile d'oursin. Et alors, ce fossile d'oursin, il n'a pas été retrouvé n'importe comment. Il a été retrouvé dans un ancien temple. Donc, encore une fois, en contexte archéologique, dans un ancien temple. Et sur ce fossile d'oursin, vous pouvez voir qu'il y a des hiéroglyphes qui ont été gravés dessus. Et ces hiéroglyphes, alors je ne suis pas capable de lire le hiéroglyphe, mais ça représente le nom de quelqu'un, peut-être de la personne qui a trouvé le fossile, mais en tout cas c'est un nom. C'est un nom peut-être d'un prêtre, et il a été déposé intentionnellement dans un temple. Et c'est pas le seul cas qu'on a de collecte de fossiles qui ont été retrouvés dans des temples. Et on avait notamment des exemples de fossiles d'oursins qui ont non seulement été retrouvés dans des temples, mais qui ont en plus été retrouvés parmi d'autres coquillages qui, eux, n'étaient pas des fossiles. Et là, c'est très très important. Ça, c'est extrêmement important, là, ce que je suis en train de vous dire. C'est que ce sont des fossiles d'oursins, des oursins fossiles du caillou. Et ces fossiles d'oursins ont été déposés, donc transportés intentionnellement et déposés intentionnellement avec d'autres coquillages modernes, non fossilisés. Et ça veut dire que nos anciens Égyptiens ont reconnu dans cet oursin un individu d'une espèce biologique. C'est l'identification de l'origine biologique des fossiles. Et encore une fois, pour vous, ça veut peut-être, encore une fois, pour vous, trouver un oursin et dire, bah ouais, c'est un oursin, c'est comme un oursin moderne, mais en caillou. Pour vous, c'est peut-être que du bon sens, hein. Mais encore une fois, d'un point de vue histoire des sciences, l'identification de l'origine biologique des fossiles, vous googlez, c'est Léonard de Vinci. Et alors là, d'un seul coup, ça devient du génie. Vous voyez? Voilà, un Égyptien fait ça il y a 3000 ans. Tout le monde s'en fout, c'est du bon sens. Mais encore une fois, on fait ça en Europe en 1500 après Jésus-Christ. Et alors là, si c'est Léonard de Vinci qui l'a fait, ça devient du génie. Changement de perspective, une fois de plus. Changement de perspective. Vous voyez, quand on vous dit... ça, j'y ai le droit à tous les coups, hein. J'y ai le droit, mais à tous les coups. À chaque fois que je parle de ça, on me dit, bah oui, mais c'est normal, c'est du bon sens. C'est du bon sens de dire, bah oui, vous avez un oursin fossile, les oursins fossiles, surtout ces oursins fossiles qui datent de l'Éocène. Vous avez un oursin fossile de l'Éocène, ça ressemble vachement aux oursins qu'on a aujourd'hui. Évidemment que c'est la même chose, évidemment que c'est d'origine biologique. Donc les Égyptiens, c'est pas des génies, ils ont juste fait une hypothèse raisonnable, quoi. Je dis oui, mais quand Léonard de Vinci, dans les années 1500, il vient vous dire que les fossiles sont d'origine biologique, d'un seul coup, c'est du génie.
Je veux dire, quand il dit exactement la même chose 2000 ans plus tard, c'est du génie, alors que les Égyptiens le savaient déjà. Enfin, bon, bref. On va pas s'énerver, mais c'est juste le côté où pourquoi c'est du génie quand c'est Léonard de Vinci et c'est juste du bon sens quand c'est les anciens Égyptiens? Non, c'est du génie. C'est du génie. Ils ont reconnu l'origine biologique des fossiles il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans. C'est beau. C'est beau ce qui est en train de se produire, je veux dire, et c'est déjà, et encore une fois, hein, ça n'a pas été fait dans un but scientifique, ils les ont déposés dans des temples, donc ça a été fait dans un but rituel. Et pourtant, même si ça n'a pas été fait dans un but scientifique, bah ils ont quand même compris quelque chose de scientifiquement valide, qu'aujourd'hui on interprète comme scientifiquement valide. C'est, comme je le dis, c'est la naissance de la paléontologie, les petites briques de la paléontologie qui s'empilent les unes sur les autres, hein. Et puis en Égypte, on a aussi un autre cas qui est très 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 intéressant, en Égypte antique encore une fois, c'est que dans un temple dédié à Seth, on a retrouvé des fossiles, des ossements fossilisés, et on en a retrouvé 3 tonnes. 3 tonnes d'ossements fossilisés, tous soigneusement empaquetés dans du lin, et dédiés à Seth, enfin du moins déposés dans un temple qui a été dédié à Seth. Et ça, je veux dire, ça veut dire que non seulement ils sont pas tombés dessus par hasard sur les fossiles, parce qu'ils y sont retournés, hein. Je veux dire, ils ont pas ramené 3 tonnes de fossiles comme ça d'un coup, hein. Je veux dire, ils avaient un gisement, ils l'ont localisé, ils l'ont exploité, et ils l'ont accumulé en masse donc c'est la première collection de masse de fossiles, et c'est la première aussi utilisation religieuse avérée de fossiles avec ces dépôts dans des temples de l'Égypte antique. C'est la première utilisation religieuse. On verra qu'il y en a eu d'autres, et même en Europe d'ailleurs, hein, des utilisations religieuses. Nous en Europe, on a une longue histoire d'interprétation des fossiles comme étant des géants bibliques, notamment. Du moins même dans le bassin méditerranéen en général, dans le monde catholique, voilà, dans le monde chrétien même on va dire en général, on a une longue histoire de l'interprétation des fossiles comme étant des restes de la Bible, voilà. Donc c'est pas la seule utilisation religieuse, mais en tout cas c'est la première, celle-là. Et en plus c'est la première collection en masse de fossiles, ce qui indique donc le repérage d'un gisement, même si on n'a pas vraiment retrouvé le gisement en question aujourd'hui, mais les Égyptiens ont repéré un gisement et ont exploité ce gisement. Donc c'est la première exploitation d'un gisement avéré, on va dire. C'est pas juste des fossiles sur lesquels ils sont tombés par hasard. On fait un autre bond immense dans le temps, et là on arrive au Mésosaurus. Alors le Mésosaurus que vous voyez ici à l'image, sur la gauche, c'est le Mésosaurus de Paris, c'est celui qui se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et ce Mésosaurus, eh bien, il a une longue et triste histoire qui commence en Afrique du Sud. C'était à peu près dans les années 1800, même si on n'a pas de date exacte, début des années 1800, probablement 1820. Donc dans les années 1820 peut-être, une personne d'origine griquois, qui est une population d'Afrique du Sud, qu'on retrouve au bord du Kalahari, à la limite entre le Karoo et le Kalahari, dans la région de Kimberley. Aujourd'hui, il y a Kimberley comme grand centre urbain de la région. Donc, une personne d'origine griquois collecte ce fossile de Mésosaurus, qui est une plaque avec un Mésosaurus dessus, et sa contre-empreinte, collecte ce fossile et l'utilise comme couvercle ornemental pour un pot. Enfin alors ils disent un pot, ça peut dire pot ou casserole, et je suis pas complètement sûr de si c'est pot ou casserole en l'occurrence qu'ils veulent dire. Mais en tout cas voilà, il est utilisé comme couvercle ornementé pour un récipient. Et donc vous avez deux Français qu'on appelle les frères Véro. Alors je crois qu'à l'époque ils étaient 3 en fait. Il y avait 3 frères Véro en Afrique du Sud, mais à l'époque ils étaient déjà plus que 2. Donc vous avez les frères Véro qui sont passés par là. Et alors les frères Véro, ils sont connus pour avoir fait pas mal de choses assez sales avec les populations indigènes, notamment piller des tombes et probablement voler le fossile de Mésosaurus que vous voyez là. Alors je n'ai pas, il y a aucun rapport écrit à ma connaissance disant que les frères Véro ont volé le fossile. C'est juste que comme on sait par ailleurs ce qu'ils ont fait dans la région,
et notamment piller des tombes et voler des objets culturels par-ci par-là. Ça, on le sait. Par contre, il est possible que dans le tas, il y ait eu Mésosaurus. Ça m'étonnerait que les mecs aient eu suffisamment peu de scrupules pour piller des tombes, mais qu'ils aient acheté le fossile, quoi. c'est ça l'idée, quoi. Et puis surtout à l'époque, piller des tombes et voler des trucs, c'était normal entre guillemets. c'était ils avaient pas vraiment il y avait pas vraiment de scrupules autour de ça, quoi. Bon, bref. La polarité morale autour de ce genre de comportement était très clairement en faveur de ce genre de comportement. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Donc c'est même pas aujourd'hui évidemment on interprète ça comme du pillage culturel, mais à l'époque le pillage culturel ça n'existait pas vraiment. C'était pas une notion qui existait vraiment. Donc bref, tout ça pour dire que ce Mésosaurus a probablement été volé à l'époque. Ce qui était l'un des moindres trucs que les frères Véro ont fait à l'époque, hein, de toute façon, comme j'ai dit. Alors oui, ils ont pillé des tombes, mais des tombes royales. Hein. Il y a aussi ça qu'il faut dire. C'est aussi ça qu'il faut préciser, c'est-à-dire qu'il y avait un roi qui avait été enterré, un roi griquois qui avait été enterré. Ils sont allés piller la tombe du roi griquois qui venait d'être enterré. Voilà, donc il faut quand même avoir assez peu de scrupules. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que bon bah si ça leur a pas dérangé d'aller piquer le cadavre du roi, d'aller piquer des vases à droite et à gauche, je pense pas que ça les aurait dérangé de piquer le Mésosaurus. Bref. Donc c'est une histoire longue et triste, et surtout le problème de cette histoire longue et triste, c'est qu'on ne sait pas qui est cette personne. La personne d'origine griquois qui a trouvé Mésosaurus, la personne qui est responsable de la vraie découverte, on n'a pas son nom. On a juste le nom des frères Véro, qui sont ceux qui ont collecté le fossile, voilà, et on a le nom de Paul Gervais, qui est la personne qui a décrit le fossile bien des années plus tard, je crois presque 20, 30 ans plus tard, peut-être même 50 ans plus tard, je sais plus, mais bref, je crois qu'il a été décrit dans les années 1800, donc ouais, 40, 50 ans plus tard, 1820 je veux dire, non, 1860, pardon. Il a été décrit dans les années 1860 quelque chose, donc ouais, 40, 50 ans plus tard, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que Mésosaurus, après la description donc de Paul Gervais, une fois que le fossile a atterri à Paris, eh bien ce Mésosaurus il va s'avérer être l'un des fossiles les plus importants au monde. Pas aussi important certes que l'Australopithèque de Tang, mais l'un des fossiles les plus importants au monde pour l'établissement de la théorie de la dérive des continents. Mésosaurus fait partie de ces fossiles qu'on retrouve sur 2 continents différents, et qui montrent que donc ces 2 continents étaient reliés les uns aux autres. Mésosaurus, c'est un organisme qui vivait dans l'eau d'une mer intérieure. Donc ça fait pas partie de ces organismes qui auraient pu faire des grandes traversées, vous voyez, des grandes traversées maritimes. Donc c'est pour ça que c'est un argument intéressant, Mésosaurus. Puis bah après, il a été supplémenté par des Lystrosaurus, des Glossopteris, hein, ce que vous voyez là, et plein d'autres fossiles qu'on a retrouvés sur différents continents et qui ont donc fini par montrer qu'en fait ces continents étaient connectés les uns aux autres. Donc c'est un fossile qui s'est avéré par la suite extrêmement important pour l'établissement de la théorie de la dérive des continents, et on ne saura jamais qui a découvert ce fossile extrêmement important. Et ça c'est quand même assez triste. Voilà. Et pour ce que ça nous concerne nous, eh bien on va surtout marquer que c'est la première découverte d'un fossile du Karoo. Et oui, les fossiles du Karoo, aussi abondants soient-ils, la première trace de découverte d'un de ces fossiles du Karoo, la première trace avérée de la découverte d'un de ces fossiles du Karoo, elle ne date que de 1800 et des. Et ça, enfin, quand vous savez l'abondance des fossiles dans le Karoo, on se rend compte à quel point c'est probablement complètement faux. C'est-à-dire, il y a tellement de fossiles dans le Karoo, tellement d'ossements qui traînent partout et tout ça, tellement de Lystrosaurus et de Dictodons, que c'est impossible que les Bushmen n'en aient pas collecté. C'est impossible. Et pourtant, la première preuve qu'on a, c'est ce Mésosaurus. Seulement dans les années 1800. Donc c'est vous dire la quantité d'informations qu'on manque dans cette recherche en fait de quels étaient les premiers
premiers chercheurs, les premiers paléontologues d'Afrique, quoi. C'est sachant la quantité de fossiles qu'il y a et sachant l'occupation humaine, on devrait avoir des fossiles du carreau plus anciens que ça. Alors il y a une autre occurrence qui est intéressante et qui est à peu près aussi vieille, un poil plus jeune, et qui compte aussi comme du carreau, même si c'est pas l'assemblage du Beaufort, mais l'assemblage du Stormberg, enfin le groupe. C'est pas le groupe du Beaufort, mais le groupe du Stormberg, mais ça compte quand même comme du carreau, et c'est le cas de la Mokali Cave, donc la grotte de Mokali, au Lesotho, un cas qui date peut-être de la fin des années 1800 ou du début des années 1900. Donc là, vous avez une image de la grotte de Mokali, qui est en fait plutôt un genre d'abri sous roche, donc vous avez des personnes ici qui vous donnent un peu l'échelle de la taille de cet assemblage. Sur cette paroi que vous voyez, cet abri sous roche, il y a des peintures, et ici, ce que vous voyez là, c'est cette grotte elle-même, enfin cet abri sous roche, se trouve lui-même dans la formation Clarence qui est connue pour ses dinosaures, et notamment, entre autres, des empreintes de dinosaures. On trouve des empreintes de dinosaures dans la formation Clarence, on en trouve dans la formation Elliott, qui se trouve généralement juste en dessous, et on en trouve dans la formation Molteno, qui est encore une fois en dessous de la formation Elliott. Et comme on est au Lesotho, en fait, les pentes sont raides, hein, c'est la montagne, hein, le Lesotho, c'est le Drakensberg, la montagne du dragon. Et donc ce Drakensberg, tout fait qu'il y a d'immenses reliefs en fait là-bas, et du coup les pentes sont plutôt raides, donc généralement vous avez rarement la formation Clarence exposée toute seule en fait. Vous avez toujours l'assemblage Molteno, Elliott, Clarence exposés tous ensemble au même endroit, quoi. Donc on a beaucoup d'empreintes de pas. Voilà, c'est juste là où je veux en venir, c'est qu'on a des empreintes de pas dans les trois formations, et les trois formations sont généralement toutes les trois exposées en même temps dans les mêmes vallées, quoi, dans les mêmes gorges. Donc on a généralement beaucoup d'empreintes de pas, et donc voici un exemple à droite, très criant, d'empreintes de pas de dinosaures du Lesotho, qui date généralement soit de la fin du Trias, soit du début du Jurassique, puisque la formation Clarence c'est du Jurassique, mais la formation Elliott est à moitié du Trias et à moitié du Jurassique. Et donc dans la grotte de Mokali, on trouve ces peintures rupestres, enfin cette peinture rupestre, ici, et là vous pouvez voir la forme à trois feuilles, qui est très typique, enfin trilobée, on va dire, plutôt pas à trois feuilles, mais trilobée, qui est très typique des empreintes de pas de dinosaures. Et donc il a été proposé que éventuellement cette peinture soit la peinture faite par des Bushmen, des Khoisan, d'empreintes de pas qui ont été découvertes non loin de là. Donc on a plein d'empreintes de pas autour de la grotte de Mokali. Et ça c'est intéressant parce que on a le même phénomène qui a eu lieu à plusieurs endroits dans le monde. À plusieurs endroits dans le monde, vous avez des empreintes de pas de dinosaures, comme par exemple ici en Arizona, à Grand Staircase, au National Monument de Escalante. Et donc là, vous avez aussi, pareil, cette peinture rupestre trilobée, qui correspond aux empreintes de pas de Dilophosaures qui ont été retrouvées non loin de cette grotte. Donc c'est pareil, là on a aussi en Amérique du Nord une co-occurrence des empreintes de dinosaures et des peintures rupestres en forme d'empreintes de dinosaures. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à chaque fois elles sont peintes avec la pointe vers le bas, alors que nous on a l'habitude généralement de dessiner des empreintes de dinosaures avec la pointe, enfin les doigts pointant vers le haut. Et c'est comme à Mokali Cave. À Mokali Cave, vous avez les empreintes qui sont peintes avec les doigts pointant vers le bas. Donc ça, c'est un phénomène plutôt intéressant. Je reviendrai sur ça après, je vais d'abord parler de ça. Et alors, et ce qu'il y a d'encore plus intéressant à Mokali Cave, c'est que ces empreintes de pas de dinosaures peintes au mur étaient autrefois accompagnées d'autres peintures qui se sont effacées avec le temps depuis. Ce que vous voyez là, c'est une photo récente. La photo ici, c'est une photo récente, mais quand on regarde la publication originale qui décrivait ces empreintes, faite par Paul Elamberger, un missionnaire français au Lesotho, eh bien, cette description des empreintes, enfin des peintures d'empreintes de Mokali Cave, elles sont accompagnées de trois figures, et ces trois figures
ressemblent énormément à des autruches. Et du coup, on en vient à se demander, mais est-ce que les Bushmen, qui sont quand même de fameux pisteurs, est-ce que les Bushmen n'auraient pas déjà compris que les empreintes de dinosaures sont en fait des empreintes qui ont été faites par de grands organismes ressemblant à des oiseaux. Des organismes très très gros, ressemblant à des oiseaux. Bah, très très gros parce que les empreintes de dinosaures sont généralement assez grandes, même si toutes les empreintes du Lesotho ne sont pas gigantesques non plus, mais je veux dire, on a des Eubrontes qui sont quand même assez gros sur les Lesotho, mais bref, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà compris que ces empreintes à 3 doigts, donc très semblables à des empreintes d'oiseaux coureurs modernes, n'ont pas été faites par, justement, des organismes ressemblant à des oiseaux par le passé, et est-ce que ces peintures ici, que vous voyez là, qui ressemblent à des autruches, ne seraient pas la première tentative de reconstitution d'un organisme éteint qu'on appelle un dinosaure, du coup? Est-ce que ce ne serait pas l'une des premières tentatives de reconstitution d'un dinosaure faite en Afrique par des Bushmen? Bah ça c'est assez tentant comme interprétation, et ça devient encore plus intéressant quand on compare maintenant aux reconstitutions qui étaient faites des dinosaures à peu près à la même époque, mais par les scientifiques, et notamment Sir Richard Owen. Toi aussi t'as fait Tintin quand je l'ai dit, hein, à vous. Toi aussi tu y as pensé, Tintin. Bref, Sir Richard Owen, donc, qui dans les années fin des années 1800, même milieu des années 1800, 1842 il me semble, invente le terme dinosaure et tente les premières reconstitutions de dinosaures. Donc vous avez notamment celle de Crystal Palace, et puis bah, vous avez ce dessin là que vous voyez. Donc systématiquement, Richard Owen reconstruit les dinosaures comme étant des reptiles qui ont les pattes droites sous le corps, mais par contre qui ne sont pas bipèdes. Ces dinosaures sont quadrupèdes, et ils ont la queue qui traîne au sol. La raison pour laquelle il en arrive à cette conclusion-là, bah, c'est qu'il se base sur les reptiles modernes, et notamment les crocodiles, pour faire ces reconstitutions, et qu'il n'a que quelques os à se mettre sous la dent. Il n'a pas beaucoup... à l'époque, on ne connaît pas beaucoup de dinosaures. On connaît que Megalosaurus... on doit connaître Iguanodon, et puis on doit connaître, il y en a un autre, c'est Ilaiosaurus peut-être, je crois. Enfin bref, à l'époque, on connaît pas grand-chose niveau dinosaures, ou du moins on connaît d'autres dinosaures, mais on s'est pas encore rendu compte que c'était des dinosaures. Donc Richard Owen, il a jamais que Iguanodon et Megalosaurus à se mettre sous la dent. Et c'est très très peu de fossiles, c'est très très peu d'ossements, donc il fait ce qu'il peut, et à l'époque, eh bien, il pense que les dinosaures ressemblent à ça, c'est-à-dire des crocodiles, avec les jambes droites sous le corps comme des mammifères, mais vous voyez, avec cet air extrêmement épais, pâteau, et cette queue qui traîne au sol, qu'on va retrouver traînant au sol jusque dans les années 1990. Hein. C'est toutes les reconstitutions de dinosaures, quelles qu'elles soient, jusque dans les années 90, et la popularisation du nouveau style de dinosaure grâce à Jurassic Park notamment, ce n'est qu'à ce moment-là que les dinosaures vont commencer à systématiquement être représentés avec la queue en l'air et puis la queue traînant au sol. Alors maintenant, comparons justement les dinosaures de Mokali Cave, les dinosaures de Richard Owen, donc à peu près contemporains les uns des autres, même si, comme je le dis, on n'a pas vraiment de date solide pour Mokali Cave, mais on pense qu'ils ont été faits à peu près à la même époque, et les dinosaures tels qu'on pense enfin du moins Megalosaurus, hein, puisque là on part du principe que ce sont des théropodes, des empreintes de dinosaures théropodes, hein, ces grosses empreintes tridactyles. Donc voilà, un dinosaure théropode tel que représenté par les Bushmen, un dinosaure théropode tel que représenté par Richard Owen, et un dinosaure théropode, Megalosaurus, tel qu'on se le représente aujourd'hui. Et donc là, le jeu que j'aime bien faire avec les étudiants, c'est laquelle des deux représentations anciennes est la plus fidèle à la représentation moderne. Et là, évidemment, c'est unanimement, c'est la représentation des Khoisan, des Bushmen, qui l'emporte, pour plusieurs raisons. Donc déjà, la posture bipède, hein, et deuxièmement, la queue qui ne traîne pas au sol. Et alors cette posture, et la différence justement, elle est fondamentale, et elle se trouve en fait dans le fait que la reconstitution qui a été faite par les Bushmen est basée sur des empreintes de pas, alors que la reconstitution qui est faite par Owen et les reconstitutions qui en général vont être faites par les paléontologues durant le XXe siècle,
vont généralement se baser sur des squelettes et non pas sur les empreintes. Les empreintes vont être pendant assez longtemps considérées comme des sous-fossiles, quoi, comme des trucs, comme des anecdotes, voilà. L'ichnologie va vraiment prendre son essor. Enfin, l'ichnologie est pas spécialement une science très récente, mais pendant très longtemps, ça va plutôt être pris comme des fossiles de sous-zone, quoi. Donc l'ichnologie va pas être considérée très sérieusement avant un bon moment dans la science occidentale. Par contre, les Bushmen, eux, l'ichnologie, ils connaissent bien. Ce sont d'excellents pisteurs, donc pour eux, les empreintes, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est ainsi que du coup, en regardant les empreintes de dinosaures qu'il y a au Lesotho, eh bien, ils ont pu constater que d'une part, elles avaient 3 doigts, comme celles d'oiseaux modernes, donc d'où la silhouette générale d'oiseau, qu'il n'y avait pas d'empreintes de main, d'où la posture bipède, d'où même l'absence totale de main d'ailleurs, et ils ont remarqué aussi qu'il n'y avait pas de traces de queue entre les deux empreintes à chaque fois, entre la jambe de gauche et la jambe de droite, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de traces de queue, et d'où la queue courte de ces dinosaures tels qu'ils les ont imaginés. Et si Richard Owen avait regardé les empreintes de pas, eh bien, il aurait pu constater ça. Il aurait pu constater qu'il n'y avait pas de traces de queue qui traînaient au sol, contrairement à ce que les crocodiles, par exemple, laissent derrière eux, et il aurait pu constater qu'il n'y avait pas de traces de main non plus. Donc ça nous conduit à penser que ces peintures de Mokali Cave, ce sont les premières reconstitutions précises, du moins anatomiquement précises, anatomiquement justes, de dinosaures au monde. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors évidemment, ça part du principe que ces figurines peintes à côté de la possible peinture d'empreintes de pas représentent bel et bien des dinosaures. Mais quand même, là, on a un assemblage de preuves qui donne à penser que certainement les Bushmen s'étaient rendus compte qu'il y avait des empreintes de pas, que ces empreintes de pas ressemblaient étrangement à celles d'oiseaux modernes, et du coup, ça leur a permis de reconstruire les dinosaures tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des animaux très ressemblants à des oiseaux. Du moins les dinosaures théropodes, évidemment, pas les sauropodes. Mais il n'y a pas d'empreintes de sauropodes. Il n'y a pas de belles empreintes de sauropodes en Afrique du Sud. Dans le sud de l'Afrique même, de manière générale. Donc c'est des dinosaures théropodes. Voilà. Et là où je trouvais ça intéressant, je vais revenir là, voilà. Là où c'est intéressant, c'est que c'est pas tellement une opposition, il faut pas tellement voir ça comme une opposition entre la science occidentale et la science sud-africaine, enfin science précoloniale sud-africaine avec des guillemets, mais il faut vraiment voir ça comme une opposition entre une science basée sur les squelettes et une science basée sur l'ichnologie en fait. Par exemple, là, à gauche, vous avez un déguisement d'homme émeu, d'un aborigène d'Australie, et il y avait des empreintes de dinosaures qui étaient interprétées comme appartenant à celles de l'homme émeu. L'homme émeu étant un individu mythique, ce qui montre du coup qu'ils avaient compris que ces empreintes de pas n'étaient pas récentes aussi, puisqu'elles avaient été faites par un individu mythologique. Voilà. Donc l'homme émeu. Et ils avaient du coup compris aussi la nature avienne de ces empreintes, donc du moins la relation qu'il y avait avec la branche la plus proche des oiseaux parmi les dinosaures. Et d'un autre côté, vous avez en Amérique, donc là on est dans le monde anglo-saxon, on a des empreintes de dinosaures dans le Connecticut qui sont représentées ici. Alors qui sont pas représentés tridactyles, mais qui sont techniquement tridactyles. Mais là c'est juste une imprécision de la gravure elle-même. Ces empreintes du Connecticut, donc encore une fois tridactyles, étaient interprétées comme appartenant au corbeau que Noé a relâché pour savoir si le déluge était fini. Donc encore une fois, compréhension de la nature avienne des dinosaures à travers les empreintes. À travers les empreintes que les dinosaures ont laissées. Donc c'est vraiment les empreintes de pas, en fait. Si la science, si à sa naissance, la science paléontologique s'était plus rapidement penchée vers les empreintes et moins vite penchée vers les squelettes, en fait, la nature avienne des dinosaures aurait été comprise quasiment instantanément, en fait. On n'aurait pas eu ce long débat pendant des années sur... Enfin, ça aurait semblé une évidence, en fait.
Et ça, on appelle ça une hypothèse nulle, ou hypothèse de base, parce qu'évidemment en français nul ça veut pas dire la même chose qu'en anglais, mais on appelle ça une hypothèse de base. En fait, l'hypothèse de base, ça aurait été que les dinosaures sont plus proches des oiseaux. Or, en Occident, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que les dinosaures ont été très rapidement considérés comme des reptiles, comme des gros reptiles, et du coup on a eu beaucoup de mal à les extirper de leurs conditions reptiliennes, en tout cas jusqu'à la Dinosaur Renaissance des années 70. Donc ça vous donne en fait, c'est là où je disais, changer de perspective, ça vous donne ce côté, ce changement de perspective, il vous donne aussi l'accès à une réalité alternative, j'ai envie de dire, où Richard Owen, au lieu de regarder les ossements, aurait regardé les empreintes, en gros, et aurait commencé à interpréter les dinosaures comme des oiseaux et non pas comme des reptiles. Et voilà, vous pouvez vous imaginer ce que serait la science, ce que serait la paléontologie aujourd'hui si la paléontologie des dinosaures avait commencé comme ça, en fait. C'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant. Bref. Et maintenant qu'on a bien établi que les êtres humains collectent des fossiles depuis toujours, bah la grande question, depuis que l'homme est homme, comme disent les lycéens dans leur disserte de philo, voilà, depuis que l'homme est homme, il collecte des fossiles. Donc maintenant qu'on a bien établi ça, on peut se demander du coup pourquoi collecter des fossiles si c'est pas pour la science. Bah oui, parce qu'aujourd'hui la collection des fossiles c'est essentiellement pour la science. À moins que vous soyez collectionneur, mais même si vous êtes collectionneur, vous avez quand même conscience de l'intérêt scientifique des fossiles. Vous ne collectez pas les fossiles uniquement parce qu'ils sont jolis. Vous les collectez aussi parce que vous avez conscience qu'ils sont des choses anciennes et donc précieuses, ce qui les rend précieuses. Donc il y a toujours une idée de science derrière, voilà. Et puis vous allez toujours essayer de les dater, vous allez toujours essayer de les identifier selon les canons de la science, et vous allez toujours essayer de les dater selon les canons de la science. Mais on peut se demander du coup, mais si on n'a pas tout ce background scientifique, à quoi bon collecter des fossiles ? Donc, pourquoi les gens auraient collecté des fossiles par le passé ? Bon, alors il y a plusieurs catégories, donc en tout cas qu'on a listées dans notre article. La première catégorie, c'est par accident. On n'a pas forcément conscience qu'on est en train de collecter des fossiles quand on collecte des fossiles. C'est notamment le cas dans les pyramides, notamment dans les pyramides d'Égypte. Ce sont des immenses collections de fossiles. Et ces fossiles, ce sont essentiellement des nummulites. Il y a aussi des fragments de coquillages dedans, mais ce sont essentiellement des nummulites, c'est-à-dire des foraminifères. Et donc, il s'agit de fossiles qui ont été collectés par les Égyptiens pour construire les pyramides, mais ils n'avaient pas vraiment conscience que c'était des fossiles. Du moins, on n'a pas vraiment d'idée sur est-ce qu'ils avaient vraiment conscience qu'il s'agissait d'organismes marins anciens. On a Hérodote qui est... du moins la légende raconte que Hérodote est le premier à avoir fait l'hypothèse qu'il s'agissait de lentilles, mais bon bref. Je sais même pas si c'est vrai en fait, faudrait que je vérifie. Mais en tout cas voilà. Et puis vous avez donc ce crâne de cétacé, ça c'est un exemple moderne, donc le crâne de cétacé qui a été retrouvé lui aussi en Égypte dans des carrières de calcaire, où le calcaire est utilisé pour faire des dalles. Et donc vous avez ce crâne de cétacé qui a été coupé en tranches par la disqueuse là, et puis ils se sont rendus compte un peu trop tard qu'il y avait un crâne de cétacé à l'intérieur. Donc c'est le crâne d'un protocétidé qui a pu être étudié quand même en scannant justement, en passant au scanner ces dalles. Donc vous voyez que c'est pas... on peut collecter des fossiles par accident, ça arrive même plus souvent qu'on ne l'imagine, et bien souvent les fossiles ne sont même pas identifiés en tant que fossiles. On a d'autres exemples ailleurs en Afrique, notamment en Tanzanie, où vous avez cette mosquée, la grande mosquée de Kilwa, qui est faite en corail. Donc vous voyez un détail d'un des melons de corail qui a été utilisé pour construire la mosquée. Donc là c'est pareil, c'est pas forcément dit qu'il y ait une valeur symbolique quelconque à ça. C'est peut-être juste qu'il leur fallait de la pierre et que la pierre du coin c'est du corail. Voilà, c'est du corail fossilisé. Donc après peut-être que effectivement il y a une valeur symbolique, qu'ils étaient au courant que ce corail était fossilisé et représentait donc des éléments vivants anciens. Mais bon, ça on le saura pas. On le saura pas. Il y a l'utilisation médicale des fossiles, deuxième grande catégorie, l'utilisation médicinale.
Évidemment, on ne peut pas ne pas citer la Chine. La Chine et ses os de dragon, qui sont tous des fossiles de vertébrés, hein, et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Là, vous avez par exemple à gauche l'image d'un flacon que j'ai cherché sur eBay, hein, Dragon Bones sur eBay, et puis on vous vend des Dragon Bones sur eBay qui sont ni plus ni moins que des fossiles réduits en poudre que vous allez mettre dans votre thé et qui ont des vertus médicinales selon la tradition. Évidemment, ces vertus médicinales sont absolument inexistantes, du moins pas au-delà du placebo. Donc n'achetez pas de fossiles pour vous en faire du thé, s'il vous plaît. Mais on va pas se foutre trop de la tronche des Chinois, parce que en France, on a un truc qui s'appelle la lithothérapie. Vous voyez ici, par exemple, une page d'un livre de lithothérapie que j'ai scanné, et en haut à gauche, vous voyez du bois fossile. Donc le bois fossile, donc du bois pétrifié, en l'occurrence, du bois silicifié, qui est utilisé pour combattre la distraction et la perte de mémoire. Donc voilà, vous portez ça en pendentif et apparemment ça combat la procrastination. Alors je sais pas si vous avez du bois fossile en pendentif, mais là depuis 1h30 que vous m'écoutez, vous êtes bien en train de procrastiner là. Peut-être que vous en auriez besoin. Voilà. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en Afrique, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien. Contrairement à l'exemple précédent où on peut collecter des fossiles par accident, où je vous ai montré des exemples quasiment uniquement africains, là, même uniquement africains, là pour le coup, l'utilisation médicinale des fossiles en Afrique, on n'en a aucune trace moderne ou archéologique. Et ça c'est un truc que je ne m'explique pas. Toutes les cultures du monde ont une utilisation médicinale des fossiles, ou ont eu une utilisation médicinale des fossiles. On a les Indiens d'Amérique, par exemple, qui utilisaient les os fossilisés comme des éponges, et ils les appliquaient sur les plaies, et du coup l'os spongieux pompait le sang et le pus de la plaie. Donc ça, c'est une utilisation médicinale des fossiles, et qui plus est, qui a un effet au-delà du placebo, pour le coup. Vous avez évidemment l'Asie, où il y a des... Enfin, j'ai dit toutes les cultures, non, tous les continents ont des exemples d'utilisation médicinale des fossiles, voilà. Mais pas l'Afrique. Voilà, c'est juste là où je veux en venir. Et ça, c'est quand même louche. C'est bizarre. Mais non, c'est pas toutes les civilisations non plus qui ont des utilisations médicinales des fossiles, mais c'est clair que là, pour le coup, sachant que c'est très répandu ailleurs, c'est bizarre d'en avoir, et sachant la diversité des cultures en Afrique, c'est bizarre de n'avoir aucun exemple d'utilisation médicinale des fossiles. Même pas en Égypte antique, je veux dire. Pourtant, on a plein d'exemples de collecte de fossiles, comme je vous l'ai dit, en Égypte antique, mais on n'a pas d'exemple d'utilisation ouvertement médicinale, quoi. Ensuite, on a l'utilisation purement esthétique, comme on en a parlé déjà, avec juste une utilisation qui est c'est joli, un fossile c'est joli, et voilà. Donc on a eu l'exemple du Mésosaurus, qui a servi de couvercle pour un pot ou une casserole. Et puis si vous googlez ça, ou que vous cherchez sur eBay, voilà, j'ai trouvé une magnifique cocotte minute, tout en calcaire du Maroc, de l'ordovicien du Maroc, avec, vous le voyez à l'intérieur, des ammonoïdes. Ça doit probablement être une goniatite, du coup. C'est de l'ordovicien, du dévonien, je sais plus. Faudra me dire là les gens qui... Parce que moi je m'intéresse pas à ces fossiles du Maroc parce que c'est du pillage. Donc les gens qui sont adeptes de la recherche de fossiles du Maroc, vous allez me dire de quel âge ça a, ces trucs-là. Je sais qu'on y trouve... il me semble que ça a le même âge que les orthocères de Airfood, que l'orthocère de Airfood, il me semble que c'est du Trias. Bref, vous me direz quel âge ils ont ces fossiles-là, parce que personnellement je suis pas trop au courant, parce que à chaque fois qu'on voit ces fossiles du Maroc passer par là, c'est du pur pillage. C'est revendu comme... Ils en font même des chiottes, je veux dire. Ils font même des chiottes en marbre fossilifère du Maroc. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça horriblement aberrant, quoi. Donc, et le pire, c'est qu'on en a tous des fossiles comme ça du Maroc. Ça circule tellement qu'on finit toujours par en avoir d'une manière ou d'une autre. Bref.
Toujours dans l'usage esthétique, on a évidemment les bijoux, hein. Donc les bijoux, comme l'ambre par exemple, hein, que vous pouvez. Il y a l'ambre de Madagascar qui est souvent du copal ou du faux. Des fois c'est du faux. Donc cet ambre, il contient, c'est du fossile lui-même puisque c'est de la sève fossilisée, et des fois il contient même des insectes, donc des fossiles à l'intérieur du fossile. Donc ça vous pouvez le porter en pendentif. Il y a beaucoup de gens qui ont des bijoux qui contiennent de l'ambre. Et dans le passé, qu'est-ce qu'on a ? On a Néandertal qui faisait des colliers avec des fossiles. Voilà. Donc ici, vous avez un assemblage d'ossements et de dents qui ont été utilisés pour faire un collier. Vous voyez ici la corde qui passait là, la petite indentation qui servait à faire passer la corde, ou le trou. Et ici, vous avez un brachyopode fossile. Et ce brachyopode fossile, vous voyez qu'il faisait partie du pendentif. Donc voilà, on peut faire des bijoux, et ça fait très 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 longtemps qu'on fait des bijoux, même Néandertal s'en faisait des bijoux. Ensuite, vous avez l'utilisation religieuse des fossiles, ou du moins une interprétation religieuse des fossiles, avec le fameux mythe des dragons. On a fait toute une vidéo sur le lien entre fossiles et dragons. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, on a fait le lien entre dinosaures. On a fait une vidéo qui discute du lien entre dinosaures et dragons pour conclure qu'il n'y a pas de lien, justement, entre dinosaures et dragons. Donc je vous invite à aller la voir, mais il y a quand même des liens entre fossiles et dragons, mais c'est pas des fossiles de dinosaures. Donc par exemple, le dragon de Klagenfurt, dont le design de cette fontaine a été directement inspiré d'un crâne de rhinocéros. D'un crâne de rhinocéros fossile, un rhinocéros laineux. Et en Afrique du Sud, ou du moins dans le sud de l'Afrique, on a le mythe du Kolumulumo, qui est un genre de monstre reptilien-ish, voilà, aux allures reptiliennes, qui est souvent associé aux empreintes de pas de dinosaures qu'on trouve en abondance justement dans le Lesotho. Et dans la région d'Afrique du Sud qu'on appelle le Transkei, il y a le Amakonkonko, donc Amakonkonko, arriver à le prononcer parce que c'est des clics, c'est pas évident, qui est aussi un genre de monstre reptiliomorphe, voilà, qui est associé aux ossements et aux empreintes qu'on retrouve en abondance dans cette région, et qui date aussi du début du Trias, qui date du Trias et du début du Jurassique, pardon. Donc on a des mythes qui sont associés aux fossiles. Ça veut pas dire que c'est les fossiles qui ont inspiré les mythes, ça veut dire qu'on avait certainement un mythe d'un côté, les fossiles de l'autre, et les deux qui se sont retrouvés associés, quoi. Ça veut pas forcément dire que l'un est à l'origine de l'autre, hein. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a le mythe des géants. En Europe, les fossiles ont été traditionnellement, quasiment systématiquement attribués à des géants bibliques. Le plus connu étant Goliath, évidemment, mais on a aussi Teutobochus. Alors les géants bibliques ou mythologiques. La mythologie étant tenue, enfin les mythologies gréco-romaines étant tenues en très haute estime par les populations médiévales et de la Renaissance, surtout de la Renaissance d'ailleurs. Donc bref, généralement les fossiles en Europe, ils étaient interprétés comme des géants bibliques ou mythologiques. Et on a quand même quelques exemples en Afrique, donc, comme par exemple cette dent qui appartient à un éléphant. On voit bien, c'est même d'ailleurs un éléphant plutôt d'Afrique, en tout cas sur la branche africaine de l'évolution des éléphants moderne. Et cette dent, eh bien, elle a été interprétée par Saint Augustin au IVe siècle comme appartenant à un géant. Donc Saint Augustin, c'est un saint qui vivait en Afrique du Nord, et donc cette dent, elle provenait de Tunisie. Voilà. Donc on a aussi le mythe des géants qui a fait son incursion avec la chrétienté, quand la chrétienté était installée en Afrique du Nord au IVe siècle, à l'époque de l'Empire romain. Et puis évidemment, on a des utilisations dans des tombes et dans des temples, où là, l'interprétation religieuse ne fait quasiment aucun doute. Donc en Europe, on a par exemple cette tombe à gauche, c'est en Angleterre, je crois, où on a des oursins fossiles qui ont été disposés en cercle autour d'une tombe. Donc ça, c'est clairement une utilisation religieuse des fossiles d'oursins. Et puis, on a parlé tout à l'heure des Égyptiens qui ont déposé des fossiles dans les temples, et possiblement l'utilisation rituelle pour le rite de la fertilité associée à l'orthocère qui a été retrouvé il y a 300 000 ans par Homo sapiens archaïque à Erfoud. Et donc maintenant, il arrive la question évidemment de, mais vraiment, est-ce qu'il n'y a aucune utilisation scientifique des fossiles qui a été faite à l'époque précoloniale en Afrique ?
ou ailleurs d'ailleurs. Bon, la réponse est voilà. Et c'est bien là où il faut comprendre aussi les limites de la démarche. Hein. On peut changer de point de vue, mais on ne peut pas changer l'histoire. Hein, faut une fois de plus, et j'insiste là-dessus, réécrire l'histoire, c'est une démarche malhonnête. Changer de point de vue sur l'histoire, c'est une démarche qui a du mérite. Mais il y a des étapes de l'histoire qu'on ne peut pas changer, et notamment la naissance de la paléontologie telle qu'on la pratique aujourd'hui, telle qu'on la pratique en tant que science. Elle a des racines profondément occidentales, et on peut pas lui enlever ça, quoi. Donc on ne rendra pas la science paléontologique africaine. C'est Georges Cuvier, c'est Charles Darwin, c'est Alcide d'Orbigny, voilà, on n'aura pas de vous aurez beau retourner le problème dans tous les sens, il y aura aucun moyen de rendre la science paléontologique africaine. Voilà. Par contre, on peut quand même saluer certains éléments, certains événements, et notamment Ibn Khaldoun, un savant médiéval de l'époque médiévale de Tunisie, qui, 500 ans avant la naissance de Charles Darwin, parlait déjà quand même de l'homme descendant du singe. Donc vous voyez que même si on ne peut pas dire que la science de l'évolution et de la paléontologie sont nées en Afrique, ou ailleurs que, de toute façon, sont pas nées ailleurs que dans le monde occidental, on a quand même l'idée que il y a comment dire, à partir du moment où on se met à réfléchir à la question, et vous aviez des grands philosophes à l'époque médiévale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, donc dans le monde musulman, vous aviez des grands philosophes, une grande élite intellectuelle qui a réfléchi quand même à la question, et j'avais fait tout un épisode là-dessus avec mon ami Abdou, mon ami et collègue Abdou. On avait fait tout un épisode là-dessus où justement on discutait de ces savants qui s'étaient quand même pressé le citron et étaient quand même venus à des conclusions qui sont diablement similaires à celles que les savants du futur, hein, pour eux c'était des savants du futur, les savants du futur en Occident allaient conduire à l'élaboration de la théorie de l'évolution. Et ça veut dire une chose très simple, hein. Ça veut dire que quel que soit votre background culturel, géographique ou historique ou quoi, à partir du moment où vous commencez à vous poser la question de l'origine des espèces, et notamment de l'origine humaine, ça devient difficile de conclure autre chose que l'homme descend du singe. Et donc Ibn Khaldoun est l'un de ces exemples, et c'est un exemple africain, donc j'aime le citer dans le cadre de ce cours. Il y en a d'autres. Bien sûr, il y en a d'autres. Il n'y a pas que Ibn Khaldoun. Il y a en Italie notamment, je ne sais plus son nom. J'en avais parlé dans une autre vidéo. J'en avais parlé. Il y a un Italien qui, au tout début de la Renaissance, parlait aussi de l'homme descendant du singe. Bref, l'homme qui descend du singe. Si on fouille et qu'on lit entre les lignes, je crois même qu'on arrive à retrouver ça dans la Grèce antique, mais faut vraiment lire entre les lignes. Faut vraiment arriver à trouver le passage de la ligne et vraiment arriver à le déchiffrer, vous savez, faire un peu de contorsion intellectuelle pour en tirer du jus, mais il y en a qui disent même que à l'époque de la Grèce antique, on aurait pu déjà balancer un truc du genre l'homme descend du singe. Personnellement, je suis pas convaincu. Personnellement, je suis pas hyper convaincu, mais en tout cas, voilà. C'est à partir du moment où on se creuse le citron, on arrive assez rapidement à la conclusion que l'homme et le singe, c'est assez proche. Donc Ibn Khaldoun l'a formulé d'une façon très claire. Hein. The higher stage of man is reached from the world of monkeys. Voilà. Donc le stade plus élevé de l'homme, donc évidemment on a une pensée en stade évolutif, pas encore la belle pas encore le bel arbre phylogénétique qu'on connaît aujourd'hui, mais une pensée en stade évolutif, et donc le stade plus élevé de l'homme est atteint à partir de celui du singe. Avait-il atteint cette conclusion à partir des preuves paléontologiques ? La réponse est non, puisqu'il parle ensuite que c'est la sagacité, la perception et la réflexion et la pensée humaine émergent de ce qu'on voit déjà chez le singe. Donc en fait c'est une observation qui est faite surtout à partir du comportement des singes et pas tellement de leur anatomie ou même du registre fossile. Donc on n'est pas encore sur une utilisation scientifique de la paléontologie avec Ibn Khaldoun. Ça n'arrivera, de toute façon ça arrivera qu'avec Huxley
quand il commencera à parler justement de la paléontologie de l'homme. Ça n'arrivera qu'avec les découvertes de Néandertal dans les années 1800. Bref, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, et donc, non, il n'y a pas de paléontologie scientifique en Afrique avant l'arrivée des scientifiques et de l'époque coloniale. Bon. Et donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est évidemment la théorie de l'évolution. Du coup, ça vous montre qu'elle a pas de religion, pas de race, pas de politique et pas de limite culturelle. C'est juste, à partir du moment où on se creuse le citron sur l'origine des espèces, on finit toujours par tomber sur la même conclusion. C'est ça la science. C'est la répétabilité des observations. Donc maintenant qu'on a bien établi tout ça, c'est l'heure de conclure. Maintenant qu'on a bien établi qu'en changeant un peu de perspective, on arrive à montrer que les êtres humains sont capables de collecter des fossiles depuis très longtemps, y compris depuis l'époque coloniale, et étaient déjà capables de se dire que les fossiles, ça valait quelque chose de plus que les cailloux normaux, ça nous amène plusieurs conséquences, on va dire, sur notre façon de penser l'évolution humaine et de penser notre façon d'enseigner la théorie de l'évolution. Donc la première, c'est déjà, si les gens étaient capables de collecter des fossiles depuis 300 000 ans, c'est qu'ils étaient capables de capter ce petit je ne sais quoi qu'il y a dans les fossiles, et donc ça a des implications sur l'évolution de la cognition humaine. Il y a déjà 300 000 ans, les gens étaient capables de reconnaître les fossiles comme étant quelque chose de spécial, pas pour ce qu'ils sont, mais en tout cas comme étant quelque chose de spécial. Et ça veut dire que dans leur cerveau, ça mijotait. Et du coup, c'est intéressant à remarquer dans le cadre de notre compréhension de l'évolution de l'intelligence humaine. Deuxièmement, c'est marrant parce que j'ai corrigé de 100 000 en 300 000 ans entre deux diapos, c'est pas grave. Deuxièmement, ça peut mener à une nouvelle interprétation justement des peintures pariétales qu'on trouve notamment à côté d'autres fossiles. Donc on a par exemple ici une figure qui a été gravée sur un caillou par les Bushmen, sur une roche, par des Bushmen, et ça représente, on dirait, une espèce de machin enroulé en fait. Sur lui, un animal segmenté enroulé. Ça ressemble quand même furieusement à notre trilobite de Fleischplatz. Donc pour l'instant, on n'est pas trop capable d'interpréter ça. Alors peut-être que c'est juste à 1000 pattes enroulé sur lui-même, mais bon, peut-être que ça a aussi à voir avec certains fossiles que ces Bushmen ont pu collecter. Et ici, on a des peintures pariétales. Vous voyez ici des peintures pariétales. Là, il y en a d'autres. Là, il y en a d'autres. Et ces peintures pariétales, elles ont été faites sur un mur où il faut littéralement marcher sur des empreintes de dinosaures pour y accéder. Enfin, en l'occurrence, ramper, parce que c'est un tout petit mur, en fait, c'est pas bien haut, tout ça. Donc il faut ramper sur des empreintes de dinosaures pour pouvoir accéder à cette paroi. Il est impossible que les gens qui ont peint cette paroi n'aient pas vu les empreintes de dinosaures. Maintenant, la question c'est, est-ce que les deux ont à voir les uns avec les autres? Ce serait intéressant d'aller voir du côté, justement, des co-occurrences entre les empreintes de dinosaures et les parois. Est-ce que les parois ont toujours été choisies au pif, ou choisies pour leur intérêt esthétique, ou leur accessibilité, ou bien est-ce que le fait qu'il y ait des fossiles associés à ces parois a joué un rôle dans le choix de ces parois? Point d'interrogation, on ne le sait pas. Mais ce serait intéressant à voir. Et j'ai décorrigé la faute sur le 300 000. Donc évidemment, la bonne date ici, c'est 300 000. Évidemment, c'est pas 200 000. Et du coup, pour nous paléontologues, qu'est-ce que ça change? Ça change que il faut arrêter de partir du principe que les gens ne savent rien des fossiles. C'est pas parce que les gens ne comprennent pas, les communautés locales, c'est comme ça qu'on les appelle en Afrique du Sud, les communautés locales, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'éducation paléontologique qu'ils ne savent rien des fossiles. Il faut interagir avec eux, il faut leur demander ce qu'ils savent, et ça peut permettre à la découverte de nouveaux sites. Ça a permis la découverte de nouveaux sites en Chine, par exemple. En Chine, ils ont interrogé les gens pour leur demander ce qu'ils savaient des fossiles. En Chine, en plus, ils ont une énorme tradition de collecte de fossiles. En Chine, vous avez des endroits, je sais pas moi, vous avez une colline qui s'appelle littéralement la colline des os de dragon. Et quand vous savez que les os de dragon sont systématiquement des ossements fossiles, évidemment que quand vous arrivez dans un endroit et que on vous dit la colline là-bas ça s'appelle la colline des os de dragon, tu fais ah ouais, on va aller voir du coup.
Voilà, donc vous demandez aux gens, et là, vos autres dragons, ils viennent de où? Bah, ils viennent de là-bas. Ah, bah, attendez, il y a peut-être un bon gros site paléontologique là-bas, du coup. Donc, en Chine, c'est assez évident comment on peut arriver à ça. En Afrique, ça l'est beaucoup moins. Déjà parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'utilisation médicinale des fossiles, donc la tradition de connaissance des fossiles, elle n'est pas si prononcée que ça. Mais vous avez des sites comme ça qui sont connus populairement, c'est la connaissance populaire, il y a une connaissance populaire des fossiles, c'est juste qu'ils appellent pas ça des fossiles, et du coup, faut engager les populations locales pour savoir justement, de quoi il en retourne. Faut engager la conversation avec eux. Et il y a des fois où ça a payé. Donc là, par exemple, c'est l'extrait, je vous ai mis un petit extrait d'une thèse de master, enfin d'une dissertation de master, où justement la personne a découvert un nouveau site avec des feuilles fossiles, vous voyez, de très très belles feuilles fossiles, qui étaient connues des élèves d'une école depuis plusieurs décennies. Depuis plusieurs décennies, ils connaissaient le site. Et les paléontologues, d'un seul coup, ils sont arrivés, ils ont dit, mais ça fait combien de temps que c'est là, ça? Plusieurs décennies. Donc ça arrive. Et puis, et le monde occidental n'est pas à l'abri de ça non plus, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des empreintes de dinosaures qui étaient connues depuis super longtemps comme étant les empreintes du corbeau de Noé. Voilà. Bah ouais, mais on vous dit les empreintes du corbeau de Noé, ça vous parle pas, mais oui, mais si vous allez pas plus loin que ça, eh ben vous passez à côté de la découverte d'empreintes de pas de dinosaures. Donc ça, c'est aussi une autre façon, encore une fois, ce changement de perspective, c'est aussi une autre façon d'envisager la paléontologie, c'est-à-dire lever les yeux de la carte géologique pour demander aux gens ce qu'ils savent. Voilà. C'est aussi ça, la paléontologie. Du moins, c'est une autre façon d'envisager la paléontologie. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce cours, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle session de ce fil rouge de l'été. Salut!